Bienvenue à la première conférence de la journée où on nous invite à parler de la définition de l'impact positif d'une entreprise. Donc on a bien travaillé, on a une définition toute faite, mais qui est très longue et du coup elle va prendre voilà, 1 heure à vous pour la restituer. Évidemment ce n'est pas le cas, c'est une question vaste et complexe, mais on a essayé d'aborder certains angles, plusieurs angles de la mesure de l'impact, quels indicateurs, est-ce qu'on peut aspirer à avoir des indicateurs de performance de l'impact en commun. Et puis, donc voilà, on va discuter de tout ça ensemble. Et puis, juste avant de rentrer un peu sur les termes, définition des termes de l'impact, je vais demander à Binta, Pierre et Ricardo de se présenter, de parler des structures que vous représentez aujourd'hui également. Bonjour à toutes et à tous, donc très heureux d'être aujourd'hui au Web Today avec vous tous. Je représente Lita.co. Donc c'est une fintech qui existe depuis 2014, qui a été créée par Eva Sadoun et Julien Benayoun. Et donc c'est une plateforme de financement participatif dédiée à l'économie responsable. Donc on permet à des personnes qui souhaitent donner du sens à leur épargne d'investir dans des entreprises à impact. Donc je vous en dirai davantage par la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Ricardo, je suis le fondateur d'Impact Track. Après avoir travaillé 10 ans dans la gestion des fonds d'investissement sociaux environnementaux, je me suis rendu compte que les entrepreneurs et les investisseurs sociaux, plutôt les entrepreneurs, ils avaient accès à des financements. On a une croissance d'Impact Investing des 18% par an. Ils avaient accès au marché, il y a une demande croissante par des produits d'impact. Mais ils avaient une difficulté à visualiser quel impact ils généraient, donc ils ne pouvaient pas gérer, ils ne pouvaient pas communiquer. Et c'est pourquoi j'ai créé Impact Track pour faciliter la mesure, la gestion et la communication de l'impact. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Binta, je suis la cofondatrice de Connexio. Donc, Connexio, c'est un organisme de formation labellisé Grande École Numérique qui promouvoit l'intégration socio-économique des publics exclus à travers l'apprentissage numérique. Donc, on travaille notamment avec les réfugiés, les demandeurs d'asile, tout type d'immigrants et des gens des quartiers prioritaires. Donc, l'idée, c'est pour nous de proposer des formations en numérique aux bénéficiaires et après les mettre en contact avec les entreprises qui cherchent à recruter, à embaucher les talents digitaux. Merci beaucoup. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste une petite mise au point sur les termes. Quand on parle de impact investing ou startup à impact, on utilise le mot impact dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire la conséquence et la répercussion, et non le sens français original qui veut dire collision et heurt. C'est bien ça? Ouais. Dans mon point de vue, impact qu'on utilise aujourd'hui, ça prend en compte l'impact environnemental et social. Et, il y a déjà un consensus, je peux dire, de la définition de ces termes, ça veut dire quelle est la transformation que l'activité d'une organisation a générée. Donc cette transformation, elle peut être positive ou négative, mais c'est important de différencier la réalisation de cette activité de l'impact. Donc, je vous explique. La réalisation, par exemple, Connexio, la réalisation, c'est une formation. Ça, c'est pas un impact. Et l'impact, c'est la transformation que cette formation va créer dans la cible. Donc, c'est trouver un travail durable, c'est améliorer la qualité de vie. Voilà. Donc, ça, c'est l'impact. Ok. Merci. Quand on parle d'impact tout seul, est-ce que le positif est sous-entendu? Donc, quand on parle de impact investing, est-ce que le positif est là? Donc, je crois qu'il peut être important de rappeler dans un premier temps ce que c'est que le développement durable et surtout dans quelles sont les implications du développement durable et de cette nouvelle tendance sur l'ensemble des acteurs. Certains acteurs subissent plus ou moins cette tendance, qui est une tendance de fond, une prise de conscience de l'ensemble des populations qui veulent changer leur manière de consommer, qui veulent changer leur manière d'épargner, d'investir, bref, de se comporter dans la société. Et donc face à cette prise de conscience généralisée, globale, il y a tout un ensemble d'acteurs qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années
et qui sont, eux, obligés de s'adapter. Donc, ils ont un intérêt qui a été défini depuis des années autour de l'optimisation des profits, et qui sont clairement finance first, et qui du coup intègrent ces logiques de développement durable dans leur processus pour capter des nouvelles tendances de marché, mais qui n'ont pas la possibilité, du fait de l'inertie de leur modèle, de forcément repenser tout leur modèle comme ça en un claquement de doigts. Ils ne peuvent pas se le permettre. Donc eux, ils sont rentrés dans une logique de fond, mais qui va prendre du temps, et ils sont souvent taclés de greenwashing, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre quelqu'un, par exemple, qui se lance qui a une activité de production énergétique, qui a un mix qui est très carboné, qui se base principalement sur des énergies fossiles. Si 99% de son mix est en faveur de cela, il ne va pas pouvoir passer à 2% dans les 2 ou 5 années à venir. Donc je pense que c'est important de ne pas tomber dans la facilité de juger l'ensemble de ces acteurs. Évidemment, ils font des campagnes avec des éoliennes qui tournent, des panneaux solaires qui scintillent. Donc ça, on peut leur reprocher de vouloir quelquefois nous manipuler, mais il ne faut pas oublier leur intérêt premier, qui est un intérêt financier. De l'autre côté, on a d'autres acteurs qui sont des acteurs qui existent eux aussi depuis de très nombreuses années, qui peuvent être par exemple des associations qui ont bâti leur raison d'être autour de l'impact, qui n'ont pas forcément de modèle de marché, qui ne sont pas en concurrence avec ces grands modèles d'entreprise, mais qui existent depuis un certain nombre d'années et qui dépendent la plupart du temps de subventions. Et entre ces deux, et je pense que c'est ce qui nous intéresse majoritairement aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, c'est des entreprises dites à impact positif, qui ont construit et qui se sont construits autour d'une raison d'être bâtie autour de l'impact social, environnemental, sociétal, et qui, de plus en plus, essayent de créer un ensemble d'indicateurs pour créer de la transparence autour de l'impact qui est structuré et qui est bâti autour de leur activité. Et eux, chez l'ITA en tout cas, on les considère comme des impact first, puisque dans leur statut et dans l'objet social de leur entreprise, ils vont s'engager à répondre à une mission sociale. Ils ont une vision qui est clairement définie, et ils se servent après de logique de marché pour servir cette finalité qui est la mission sociale de l'entreprise. Donc voilà, bien replacer les différents intérêts des différents acteurs. En effet, donc aujourd'hui on va parler quand même plus globalement de l'impact positif d'une entreprise, et pas que les entreprises qui sont impact first. Par contre, si on peut juste revenir à l'ITA par rapport, donc vous, les entreprises que vous choisissez de mettre en avant sur votre plateforme sont que des entreprises impact first? Alors nous, oui, on se dit on est une plateforme impact first, c'est-à-dire que on va financer à la fois des entreprises de l'économie sociale et solidaire classiques, donc des coopératives avec du titre participatif, des associations, celles qui sont éligibles en tout cas sous forme d'obligation, et des entreprises à impact qui sont en phase d'accélération, qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Et là, cette fois-ci, on va permettre aux particuliers d'investir en action dans ces sociétés. Donc à chaque fois, évidemment, notre premier critère, ça va être un critère d'impact qui fait... autour duquel notre vision a été construite, notre raison d'être a été construite. L'ITA en elle-même est une entreprise à impact. On est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, donc ESUS. On rentre donc dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et l'ensemble de nos actions sont bâties autour de cette vision. Donc, si on peut reprendre les différents critères d'investissement, le premier est donc le critère d'impact. On s'assure qu'il y a une vraie innovation sociale et ou environnementale qui est mise en avant au sein du projet, que les entrepreneurs qui portent le projet s'inscrivent dans une vision de fond et qu'ils font ce qu'ils font pour les bonnes raisons. Donc là, ça va demander de connaître l'équipe, de la rencontrer et de passer du temps avec elle pour bien s'assurer qu'on n'est pas face à quelqu'un qui fait du greenwashing et qui est simplement dans un comportement opportuniste. Après, il y a une deuxième belle manière en fait, de s'en assurer, c'est de regarder les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, qui sont des critères plus de bonne gestion. Donc la plupart du temps, lorsque vous dites c'est une entreprise à impact et que par exemple vous vendez le fait que vous avez un impact positif sur l'environnement, comment est-ce que c'est possible de défendre ça si jamais vous-même, au sein de votre société, vous ne faites pas de traitement des déchets, vous ne réfléchissez pas à la manière avec laquelle vous fournissez en énergie,
Si vous-même, vous ne vous contraignez pas déjà dans votre propre fonctionnement, nous déjà, chez l'ITA, on va se dire, tiens, potentiellement, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et donc bref, c'est la logique en tout cas avec laquelle on regarde les entreprises. Et le troisième critère, c'est le critère économique, qui pour nous est également extrêmement important, puisque on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Ricardo, mais le retour sur impact social, c'est une notion qui est de plus en plus mise en avant. Nous, on ne va pas communiquer sur cet indicateur, mais ça représente bien notre philosophie d'investissement. C'est-à-dire que si jamais l'entreprise se casse la gueule dans 2-3 ans, l'entreprise a beau avoir une très forte vision sociale et un très fort impact sur 2-3 ans, l'euro que j'ai investi dans cette société, finalement, au lieu de perdurer dans le temps, ça n'aura pas été le cas. Et du coup, l'impact généré au travers de mon euro investi sera moindre. Donc on doit s'assurer que l'action de l'entreprise est pérenne et que son modèle économique permette d'engager et d'envisager cette vision sociale dans la durée. Pour rebondir là-dessus, Binta, peut-être que tu peux nous parler de l'impact que vous avez en tant qu'association et puis l'impact que vous avez en tant qu'entreprise sociale et quelle est la différence, comment vous avez évolué en fait d'un statut à l'autre. Oui, tout à fait, et aussi de discuter un peu le point que Pierre a commencé de dire, en fait, qu'est-ce que fait que Connexio, c'est une structure avec l'impact positif? Qu'est-ce que fait que nous, en fait, tout ce qui parle des activités sociales sont vraiment à la base de les activités? Et je disais qu'en fait, au début, Connexio s'était fondée en tant qu'association vraiment sur le désir d'avoir l'impact social. Donc là, ça fait, en fait, entre le choix de nos activités, de vraiment avoir le focus sur la formation, de donner les occasions, les opportunités sociales, éducatives, de vraiment s'intégrer dans la société. Et je disais, dans un deuxième temps, c'est vraiment le focus sur les publics. Donc, c'est les publics qui ne sont pas déjà vraiment représentés dans le monde de tech, les publics qui n'ont pas forcément accès facilement à ces types d'activités, ces types de formations. Et troisièmement, je disais même, en fait, tout ce qui parle de nos valeurs, de diversité, d'inclusion, de vraiment mettre en avant ces publics exclus, il faut qu'à l'interne, on épuise ces valeurs aussi. Donc, en fait, on appuie vraiment sur l'impact positif à l'interne en termes de la diversité de l'équipe. Par exemple, moi et l'autre cofondatrice, on a toutes les deux les femmes, on a toutes les deux en fait les migrantes ici en France, donc voilà les publics avec qui on travaille aussi. Et deuxièmement, même la façon où on va construire les formations, comment on va construire le parcours, on va toujours même impliquer les bénéficiaires, les personnes avec qui on travaille sur la construction de assurer que c'est des formations qui sont adaptées aux besoins des personnes avec qui on travaille. Deuxièmement, je pense qu'en termes de l'impact en tant qu'association et l'impact en tant que l'entreprise sociale, en tant qu'association, l'impact pour nous c'était direct et c'était clair, c'était vraiment de dire qu'à travers les formations, comment on peut assurer l'intégration économique et professionnelle de nos apprenants. Et en tant qu'entreprise, c'est de vraiment aller un peu plus loin sur l'impact. Donc, si je dis sur la formation, l'impact direct, c'est de voir qu'on peut donner occasion à nos apprenants de monter en compétences, d'avoir les compétences qui sont vraiment cherchées dans le marché du travail. L'idée avec l'entreprise sociale, c'est d'aller un peu plus loin, disant qu'après, on a déjà vous donné l'occasion de maîtriser ces compétences, comment on peut vous mettre en contact avec des recruteurs, des entreprises qui vont vous donner l'occasion d'insérer directement. Donc c'est vraiment en deuxième échelle, en deuxième étape de ce type d'impact. Et je me disais que c'est aussi un impact, pas juste pour nous en tant qu'entreprise sociale, mais aussi pour les entreprises, les clientes avec qui on va travailler. Parce que ça les donne l'occasion de vraiment diversifier le base des employés, de vraiment avoir une vraie diversité parmi les personnes avec qui on travaille. Donc si on peut assurer qu'ils ont des profils qui ne sont pas forcément déjà représentés dans l'entreprise, les profils qui ne sont pas forcément déjà représentés dans un sens global dans le marché du travail, c'est le travail direct de Connexio qui va les donner l'occasion de faire ça. Donc de l'impact à plein de niveaux différents. Ricardo, est-ce que pareil, donc vous accompagnez les structures dans la mesure de leur impact, mais quel est votre pitch d'impact en fait? Comment est-ce que vous le défendez? Ouais. Oui, la mesure d'impact, elle n'est pas simple, donc j'ai passé la définition, que c'était ma interprétation plus simple pour communiquer, mais la méthodologie, elle dit qu'il faut ajuster l'impact selon il faut prendre en compte seulement l'impact généré par l'organisation, c'est-à-dire s'il y a une autre organisation qui est en train de mettre en place une autre action, il faut déduire cet impact qui va être attribué à l'organisation. Il faut ajuster aussi selon le temps, parce que l'action,
elle a une diminution d'effets au long temps. Il y a plusieurs effets, plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte dans la mesure d'impact. Mais j'aime bien la définition d'un projet qui s'appelle Impact Management Project. C'est un projet global avec l'objectif de trouver un consensus dans la mesure d'impact. Et il décompose l'impact dans 5 axes. Donc c'est d'abord qui est impacté, donc la personne, la cible. Donc Binta disait, ouais, ils sont focalisés sur la cible. Donc quels sont les besoins, quelles sont les difficultés de la cible, quelle est la caractéristique de cette cible. Après, comment l'organisation elle génère de l'impact, qu'est-ce qu'il fait, comment expliquer que l'action menée par l'organisation génère de l'impact. Après, combien, donc là on parle des indicateurs, comment on va mesurer? On va mesurer la durée de l'impact, on va mesurer la portée de l'impact, et on va mesurer aussi la profondeur de l'impact. Et après, il y a aussi un aspect des contributions, combien l'activité menée par l'organisation a contribué à générer cet impact. Et dernièrement, le risque. Et c'est très intéressant de savoir que le risque d'impact est différent de la perspective des risques financiers. Peut-être on peut revenir vers ça. Donc la mesure d'impact, elle n'est pas simple, mais elle peut être simple. Et je pense qu'elle doit être simple pour qu'on puisse intégrer dans la gestion de l'organisation. Parce que si c'est un sujet à domaine d'experts, c'est un expert qui vient, externe, qui vient dans l'organisation, il part avec toute la connaissance. Et il faut permettre l'internalisation de cette connaissance pour que l'organisation elle gère l'impact, donc elle améliore l'impact et elle communique l'impact. Donc tu nous amènes à la question de est-ce qu'on peut aspirer à un référentiel commun en termes de mesure d'impact. Est-ce qu'il faut aspirer à ça? Est-ce qu'il faut s'avouer un peu vaincu d'avance parce qu'il y a tellement de particularités de chaque secteur? Voilà, on a parlé en préparant cette conférence de SROI, donc Social Revenue and Impact. Est-ce que donc c'est une façon une méthodologie qui permet d'évaluer l'impact social et environnemental? Est-ce que c'est une bonne ambition ou pas? Le SROI, le Social Return on Investment, c'est une bonne base. Ils ont créé 7 principes des mesures d'impact, mais le SROI, il ne permet pas la comparaison de l'impact des deux organisations. Pourquoi? Parce que le SROI, juste pour vous expliquer, c'est la monétarisation de l'impact. Donc, imaginez-vous l'impact sur l'emploi et l'impact sur le réchauffement climatique. C'est deux choses complètement différentes. Pour Binta, peut-être l'emploi c'est plus important, et pour Miranda, peut-être le réchauffement climatique c'est plus important. Donc, comment on va mettre ça dans la même base? Et pour monétariser, par exemple, une vie en France, ça coûte plus cher qu'une vie au Brésil. Moi, je suis brésilien, je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Donc, il y a plein d'hypothèses derrière la monétarisation qui met en question cet indice et qui ne permet pas la comparaison des différents projets, différentes organisations. Par contre, le concept d'efficacité qui est mené par le SROI, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut utiliser ça pour pouvoir augmenter, pour pouvoir optimiser l'impact. Donc le SROI per se pas, mais peut-être avoir des indicateurs spécifiques par secteur, des indicateurs qui sont plus clairs et liés à l'activité. Donc nombre des personnes employées avec un CDD, CDI après 2 ans, l'action de l'organisation, des indicateurs qui parlent avec l'action de l'entreprise, c'est plus transparent, c'est plus facile, il n'a pas besoin d'un expert venir et mesurer ça. Ça sert à la gestion, ça sert à la communication. Je pense que c'est ces types d'indicateurs qu'on peut utiliser pour comparer plusieurs types de projets et pour la gestion aussi. Pour revenir sur l'un des derniers points que tu as mentionné, rappeler qu'un indicateur d'impact, c'est quelque chose qu'on choisit de communiquer.
Et concrètement, ce que c'est que l'impact d'une organisation, outre que l'impact économique, c'est tout le reste, toutes les externalités que dégage une entreprise, positive comme négative. Et donc l'impact, ça peut être à la fois un outil de gestion, et c'est aussi un outil de communication. Et lorsque je décide de mettre en avant sur mon rapport annuel 4 critères d'impact, ben c'est évidemment quelque chose de subjectif. Ce qui fait que quand Ricardo dit que on ne doit pas se servir d'indicateurs d'impact pour comparer deux sociétés, évidemment, ça nous permet de jauger comment se positionne l'entreprise et ça nous permet de lire la vision de l'entreprise. Mais en aucun cas, ça nous permet d'acter une décision. Et je crois que c'est hyper important. Hier, on en discutait rapidement et on donnait un exemple qui est pas très factuel, mais qui si jamais on se dit 1 000 € investis dans le secteur hospitalier, ça permet de soigner tant de personnes. Qu'est-ce qu'on entend par soigner ? Et c'est une vraie question. Il y a certaines personnes qui vont s'attaquer à des publics qui sont dans des cas d'extrême détresse, d'autres qui n'ont besoin que de soins très, très ponctuels. Et on n'aura pas besoin d'engager le même montant de ressources pour soigner ces deux types de personnes. Et là, si jamais je me retrouve avec une grille Excel et que moi, en tant qu'investisseur, je décide de prendre ma décision sur ce seul critère, ben, on comprendra que je fais une erreur. Donc, en aucun cas, ça nous permet de conclure. Et le shift nous permet de conclure. Par contre, ça nous permet, lorsque nous, on est investisseur ou lorsqu'on est consommateur et qu'on regarde la documentation de communication d'une société, ça doit nous permettre de nous dire, OK, sur quoi ils communiquent et de se poser la question à chaque fois, pourquoi ils communiquent là-dessus ? Qu'est-ce que ça implique dans la gestion de cette société ? Comment est-ce qu'elle se positionne et où est-ce qu'elle veut aller ? Et si on se rend compte que les définitions des termes ne sont pas très précises et qu'ils s'en servent comme un argument plus commercial que comme un argument d'engagement, bah on peut se poser de vraies questions sur la nécessité de pousser ce type de projet. Merci. Parce que la complexité de la mesure de l'impact, c'est qu'elle est qualitative et quantitative à la fois. Je me demande du coup à Connexio comment vous la mesurez, comment vous comptez l'impact, oui. Comment est-ce que vous en termes qualitatifs et quantitatifs ? Oui. Donc en fait, pour nous, le mesure d'impact en termes des critères qu'on va voir, et c'est en fait déjà les critères que Ricardo a commencé de discuter, pour nous c'est vraiment le taux d'insertion en termes d'accès à des opportunités en fait professionnelles. Donc on va regarder en fait après la formation, 6 mois après la formation, quelles sont les proportions des apprenants qui ont trouvé des expériences professionnelles. Après, on va aussi étudier en fait le taux d'insertion sociale, afin de dire c'est plutôt un critère qualitatif, de dire qu'après la formation, quelle est la proportion des apprenants qui se sentent un peu plus à l'aise en fait dans la société, un peu plus à l'aise avec l'utilisation des compétences techniques. Et troisièmement, on va aussi voir en fait la proportion des apprenants qui après la formation vont toujours continuer d'utiliser les compétences techniques, donc soit à travers les démarches personnelles, soit à travers les démarches professionnelles. Mais je me disais qu'en termes de l'impact et de vraiment avoir en fait l'accompagnement des boîtes ou des structures qui peuvent professionnaliser l'étude d'impact en tant qu'association, des fois le fait qu'on peut avoir en fait le support des autres structures, ça va vraiment valider le fait qu'on est une association qui a l'impact positif, une association qui fait des choses dans un bon sens. Parce que pour l'instant, c'est nous qui va faire l'étude d'impact à long terme. Donc, on peut utiliser des outils comme des enquêtes. C'est nous qui va aller directement sur le terrain et parler avec les apprenants afin de vraiment savoir quel est l'impact direct de la formation. Mais justement, c'est pas toujours si on va juste rester à l'interne avec les études d'impact, c'est pas forcément les choses qui vont nous donner l'occasion de, en fait, convaincre des financeurs, de convaincre des personnes qui vont financer le projet. Donc c'est à cause de ça que je disais, des fois c'est super important d'avoir des experts, d'avoir en fait les retours des méthodologies spécifiques, comment vraiment appuyer sur les études d'impact. Donc nous, on est en train de travailler avec quelques boîtes d'impact qui peuvent vraiment nous structurer, qui peuvent vraiment nous accompagner sur une étude d'impact un peu plus profonde sur le long terme aussi. Et
je me disais juste, en fait, il y a une autre dynamique, surtout quand on travaille avec des publics exclus qui ne sont pas forcément dans des situations régulières. Ça peut aussi imposer en fait des difficultés de vraiment mesurer d'impact dans des temps précis, dans le long terme. Parce que voilà, si on a des apprenants qui ont des soucis juridiques, qui ont des soucis de logement, de santé, ça va être difficile des fois pour nous de les traquer. Donc c'est de voir avec l'aide des experts comment on peut mieux structurer en fait des temporalités, des études d'impact qu'on peut faire. Donc vous êtes en train de travailler avec une entreprise spécialisée dans cette mesure-là. Exactement. Et donc à la fois sur l'impact court terme, mais avec l'évolution de votre activité sur les années à venir également. Exactement. Ouais. Okay. Ricardo, tu voulais... Je voulais juste ajouter ouais, tout à fait, la mesure d'impact, quand on parle, c'est l'impact créé sur la cible. Donc, on peut appeler l'impact social des valeurs sociales. Et la valeur sociale, elle est une valeur psychologique, différemment de la valeur financière. C'est-à-dire, une intervention, ça peut avoir une valeur différente pour moi et pour Binta. Ça dépend de la personne. Donc, il faut poser la question aux bénéficiaires. Il faut poser la question aux personnes touchées pour savoir combien ça vaut vraiment. Ça, c'est une chose très importante. Ce n'est pas aux porteurs de projet de dire « Ah, mon projet, il est fantastique ». Non, c'est aux bénéficiaires de dire ça. Oui, l'intervention, elle a bien marché, elle m'a généré 7 bénéfices, ou pas, il ne s'est pas généré. Pourquoi? Comment je peux améliorer? Est-ce que je peux ajouter une autre activité pour assurer que je vais arriver à générer cet impact-là? Mais du coup, on revient à la question de combien d'impact. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est très important que les bénéficiaires de l'impact évaluent la qualité de l'impact, c'est ça? Donc, c'est qualitatif. Exactement, ou on peut arriver à des métriques quantitatives. Par exemple, combien de personnes ont dit qu'ils sont... l'activité des Connexio, ils sont tout à fait d'accord, grâce à Connexio, ils ont trouvé un travail durable. Donc c'est une grille qualitative avec à la fin quelque chose de quantitatif. Il va y avoir 80% des personnes ont dit qu'ils sont tout à fait d'accord, qui grâce à Connexio, ils ont trouvé un travail durable. D'accord. Merci. Donc, ce qui émerge, c'est que finalement, il y a quand même chaque objectif d'impact dépend donc du secteur et de l'activité de l'entreprise, et qu'il faut l'évaluer avec les bénéficiaires de l'impact. D'un point de vue impact investing, je me demande comment les investisseurs accompagnent les projets dans lesquels ils investissent dans la définition de ces objectifs d'impact, et quel accompagnement également derrière pour traquer ça. Sur alors, comment structurer ça? Si on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a certains acteurs qui sont... faut bien qu'on replace l'intérêt de chacune des entreprises qui se fait financer aujourd'hui. Et je crois que les solutions de financement dans la finance responsable se sont bâtis autour de ces intérêts-là et les ont pris en considération. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple l'investissement socialement responsable, donc les fonds qui sont qualifiés de fonds ISR, on regarde les cibles de ces fonds, ça va être des entreprises du CAC 40, ça va être des très grosses boîtes qui répondent à un ensemble de critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, qui permettent de s'assurer que, c'est un peu dans une logique de moindre mal, c'est-à-dire qu'on s'assure que les externalités qui sont générées par telle entreprise dans tel secteur sont supérieures à la moyenne et que donc ils sont éligibles à cette qualification d'entreprise dans laquelle peuvent investir les fonds ISR. Donc ça, c'est un premier niveau d'engagement qui tient compte de ces contraintes des grosses boîtes. Ensuite, il y a des fonds dits 90-10. Donc, c'est des fonds solidaires où 90% de l'encours va être géré et placé dans des actifs traditionnels, liquides, et 10% dans des entreprises dites solidaires, donc qui ont l'agrément ESUS ou des associations ou des coopératives, donc des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on est dans un engagement qui est un peu plus important, puisqu'il y a 10% qui va vers des projets à impact positif, mais on garde en considération le fait que certains investisseurs et certaines personnes qui placent leur épargne veulent avoir une certaine liquidité et ne pas prendre trop de risques lorsqu'ils placent leur argent.
Et ensuite, il y a d'autres solutions qui sont plus engagées. C'est ce que propose l'ITA en date d'aujourd'hui, qui permettent de placer son épargne directement dans un projet qu'on a identifié, qui répond à nos valeurs, qui répond à nos priorités, et de suivre ce projet. Mais là encore, ça implique, quand on s'intéresse au risque de notre investissement, on n'investit pas forcément dans une société qui est extrêmement liquide. On a des horizons de placement qui doivent être dans la durée, un horizon de 5-7 ans. Il y a des incitations qui existent, des incitations fiscales pour effectuer cette typologie de placement. Mais si jamais j'ai que 100 € d'épargne sur mon compte, concrètement, je vais peut-être plus le mettre sous mon lit ou dans un fonds ISR que le placer dans une entreprise à impact. Et donc, chez l'ITA, on ne porte pas de jugement de valeur vis-à-vis de ça. On ne place pas les solutions d'épargne et on ne les hiérarchise pas en termes de qualité. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des entreprises qui ont des intérêts et il y a aussi des épargnants de leur côté qui ont des intérêts et qui ont leurs propres contraintes. Et nous, chez l'ITA, on essaye d'y répondre au mieux. Et dans ce petit créneau qui est l'investissement en direct dans des entreprises à impact, on peut apporter de la diversité dans une certaine mesure. Et donc, ça veut dire que si jamais vous investissez au travers de l'ITA dans une entreprise qui est dans une foncière solidaire, par exemple, vous avez un actif qui est tangible, donc c'est une activité de foncière, qui est liquide, c'est-à-dire que si jamais l'entreprise va mal, vous pouvez revendre rapidement cet actif immobilier. Mais par contre, de par l'activité extrêmement solidaire de cette société, vous êtes à peu près sûr que la boîte ne va pas se revaloriser et faire x5 à un horizon de 5 ans. Mais par contre, il y a un risque qui est moindre de par l'activité de cette société. Donc nous, en tant que conseillers en investissement, on va dire à notre communauté qui recherche peu de risques et un impact fort, investissez plutôt dans cette typologie de projet. Il y a d'autres startups qui ont 2 ans d'existence, qui n'ont pas d'actifs tangibles, qui reposent quasiment que sur de l'intangible et sur des BP sur lesquels on a très peu de visibilité. Là, c'est un peu plus du gut feeling et vous y croyez pas. Vous savez que vous prenez un risque important, vous avez envie de soutenir le projet, vous n'avez pas besoin de cet argent et concrètement, vous avez possibilité de faire x10 demain, mais aussi x0. Donc, on essaye de donner ces différentes possibilités à notre communauté. On est qu'au tout début du chemin et il y a encore plein de choses à faire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de communication commune des entreprises sur votre plateforme sur la mesure de leur impact. C'est chacun qui a une approche bien particulière sur le sujet. Ouais, on essaye de faire preuve de bon sens. Et donc évidemment, on a des méthodologies qui sont bien précises et qui nous permettent de nous assurer que ce sont bien des sociétés qui sont impact first, donc focalisées sur l'impact. On fait en sorte que la mission sociale soit intégrée dans les statuts. On fait en sorte que les ressources qui sont allouées au projet soient très majoritairement investies dans l'activité sociale de la société. Dans les clauses du pacte d'actionnaires, on peut aussi contraindre les porteurs de projets à respecter un certain nombre de critères qui nous assurent de notre côté que la mission sociale est bien remplie. Et si jamais ces critères ne sont pas respectés, on a des clauses de sortie pour les actionnaires qui avaient investi pour cette raison. Il n'y a pas de raison que si jamais cet engagement du porteur de projet n'est pas rempli, que les gens ne peuvent pas en sortir. Donc il y a des motivations d'investissement qui sont différentes. Nous, on essaie de les encadrer au travers de la structuration des transactions. Et donc, ça reste une plateforme généraliste. Donc, on va pas chercher, se focaliser juste sur 5 secteurs. Si jamais il y a un super projet qui émerge dans un nouveau secteur, je ne vois pas pourquoi ce projet ne serait pas éligible à notre plateforme et ne pourrait pas bénéficier de l'épargne de notre communauté. Donc on reste ouvert et après on recrute des gens en interne. Bon, j'en fais partie, je fais partie des gens recrutés, je ne suis pas fondateur, mais qui ont cette vision-là et qui, dans leur analyse, prendront toujours en considération ces critères. Donc chez l'ITA, il y a la méthodo, mais il y a aussi les gens qui appliquent la méthodo. Et
Et peut-être qu'on pourra aborder ce sujet après derrière, mais la vision d'un projet, plus que ce qui est écrit sur le papier, c'est les gens qui la mettent en place et qui la gèrent au jour le jour. Hier, et dans plusieurs conférences hier, on a beaucoup parlé de l'importance de collaborer entre associations, institutions publiques et entreprises. Quand on parle d'impact positif des entreprises, quel rôle, selon vous, ont les associations dans cette culture d'impact positif et quelles pistes de collaboration ensemble est-ce qu'il faut encourager ? Donc, si je prends le cas de Connexio et tout ce qu'on fait avec les entreprises et pourquoi on essaie de les engager directement sur les activités, je me disais que c'est vraiment moyen pour nous de les montrer que, par exemple, si je prends l'idée que le but pour les entreprises, c'est de venir chez Connexio, de recruter des apprenants, je pense que l'idée pour nous, c'est de les montrer qu'il y a des moyens de recruter des profils atypiques, peut-être des profils qu'ils n'ont pas forcément réfléchi au début, de vraiment intégrer dans l'équipe. Et comment on fait ça concrètement? Donc, dès le début, dès les formations, en fait, on va inviter les entreprises de même co-collaborer sur les contenus qu'on va proposer aux apprenants. Comme ça, on peut assurer que les outils, même les compétences sur lesquelles on va former des apprenants, c'est vraiment des choses qui matchent des besoins des entreprises à la fin. Et deuxièmement, c'est pas juste une question des compétences techniques aussi, mais c'est aussi une question des compétences relationnelles où on peut avoir l'implication directe des collaborateurs des entreprises. Donc pour nous, c'est aussi de former les apprenants sur tout ce qui parle des codes sociaux qui gèrent les entreprises, qui ne sont pas forcément évidents au début, surtout pour nos publics qui ne sont pas francophones. Donc c'est vraiment d'avoir des collaborateurs, de venir directement, d'animer les cours avec nous, de partager leurs connaissances, de partager les compétences qu'on sait vont être vraiment demandées chez ces entreprises-là. Deuxièmement, je me disais, c'est aussi un moyen pour nous de montrer que pour les questions de l'impact social qu'on aimerait bien avoir, pour nous, c'est vraiment d'avoir en fait l'intégration directe socio-économique des publics. C'est de montrer que nous, on ne va jamais arriver toute seule de le faire. On a absolument besoin d'aide des entreprises, les personnes à la fin qui vont recruter ces personnes, d'être directement impliquées sur le projet. Donc, par exemple, aujourd'hui, on travaille pas mal avec deux structures, donc Salesforce et SAP, qui engagent directement de nous aider avec la construction des parcours, des constructions des briques, des compétences sur les apprenants et qui après signent de même recruter des apprenants directement après. Donc c'est vraiment de les impliquer en fait dans l'organisation de formation, des choses qu'on va mettre à disposition des apprenants, de les impliquer vraiment sur le recrutement aussi. Et est-ce que pour toi, ce genre de collaboration, ça peut être le début de quelque chose de beaucoup plus fort auprès de ces entreprises-là avec qui vous travaillez? Ou est-ce qu'en général, c'est qu'il y a déjà une stratégie sur la diversité et que ça fait partie d'une stratégie? Est-ce que ça peut mener à autre chose? Oui, ça dépend. Donc, en fait, des fois, on va travailler avec des boîtes qui ont déjà, en fait, en politique de vraiment appuyer sur tout ce qui parle de l'intégration des publics exclus dans le marché du travail. Donc, ils ont déjà, pas forcément juste des politiques de RSE, mais vraiment directement sur les équipes de recrutement, sur les équipes de développeurs. Dans notre cas, en fait, en politique, de vraiment assurer de mettre en avant les profils atypiques. Mais on a aussi le cas où on a commencé de travailler avec des entreprises qui avant n'avaient jamais discuté le fait de vraiment penser sur leur impact social, de vraiment penser sur l'idée de comment nous, on peut avoir un impact sur les diversités de nos employés, diversité de les personnes qui travaillent chez nous. Et c'était à travers en fait les activités qu'on a menées en avance avec eux qu'ils ont commencé de réfléchir sur les idées-là. Donc je me disais que c'est toujours, ça peut être un premier pas de pousser les entreprises d'aller un peu plus loin, de réfléchir un peu plus sur les stratégies si on dit qu'on est des entreprises qui vont avoir des impacts sociaux, si on dit qu'on a des entreprises qui aimeraient bien en fait avoir un peu plus d'impact sur les clients, d'être un peu plus divers sur les produits qu'on va vendre des customers, comment on va appuyer ça. Ça peut être sur ce rôle-là ou ça peut être des entreprises qui ont déjà eu ces réflexions qui vont juste aller beaucoup plus loin là-dessus. Je trouve très intéressant la démarche de l'économie sociale et solidaire ou des entreprises à impact qui c'est différent de l'économie conventionnelle. On parle beaucoup des collaborations. Je pense que ça, c'est le mot. Peut-être on n'a pas besoin des licornes, on parlait des licornes hier, mais la collaboration fait que cette économie, elle a une croissance très forte, beaucoup plus importante que l'économie conventionnelle. Et c'est ça le carburant, je trouve, de l'économie sociale et solidaire.
Des exemples peut-être d'autres, peut-être dans les entreprises que vous connaissez, que vous accompagnez, de collaboration avec, avec des associations qui ont augmenté l'impact positif de ces entreprises-là? Bon, la collaboration, je trouve que ça peut être un moyen de collaborer avec une association, c'est-à-dire de tertiariser ou d'embaucher une association pour générer un impact. Moi, j'ai travaillé dans la gestion d'un fonds d'investissement qui, le fonds géré par la banque, faisait une donation pour un programme. Et ce programme, c'était des donations pour plusieurs associations pour générer de l'impact. Et cet impact, c'était utilisé pour vendre le produit financier. Donc c'était un peu le produit qui Pierre décrivait. Donc c'était un mélange entre investissement conventionnel avec un investissement à un fort impact. Donc je vois que ça peut être utilisé comme ça aussi, mais je trouve qu'il a le schéma à tracer où on va optimiser l'impact, c'est de trouver une orientation dès l'entreprise vers l'impact positif. Donc c'est de vraiment réfléchir comment intégrer cette vision, ces activités, changer les activités nécessaires pour directionner l'entreprise vers l'impact. Et un exemple, c'est Danone. C'est la plus grosse entreprise à mission. Donc, ils ont aligné tout leur mission. C'était une entreprise conventionnelle de yaourts. Ils ont directionné l'entreprise vers l'impact. Ils ont pris un engagement énorme. Donc, ils ont ajouté cette mission sociale. Donc, l'entreprise conventionnelle a la mission financière beaucoup plus haut que la mission sociale et environnementale. Ça, c'est l'entreprise à mission, déjà, elle met la mission sociale et environnementale au même niveau que la mission financière. Danone a fait ça, ajouté dans leur statut. Elle gère ça, et ça, je pense que c'est le grand schéma pour trouver un impact plus important. Ouais, et du coup, pour rebondir, on a parlé également des garde-fous qui font qu'on maintient l'équilibre entre objectifs économiques et objectifs social, environnemental. Est-ce qu'il y a vous avez des conseils concrets dans le déploiement de stratégie de l'entreprise pour que ça reste justement une priorité pour les entreprises? Ouais, mon conseil, c'est exactement ça que je disais, aligner l'activité vers l'impact. Après, dans une deuxième étape, avoir un engagement clair avec des objectifs clairs. Et troisièmement, intégrer cette vision d'impact dans les prises de décisions, plutôt stratégiques et opérationnelles de l'entreprise. Au quotidien, au quotidien, prendre en compte l'impact dans les décisions, dans les prises de décision de l'entreprise. Ok. Est-ce que vous avez des réactions là-dessus également, de façon très concrète? Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'impact positif soit présent au quotidien? Je ne vais pas rajouter grand-chose en fait par rapport à ce que vient de dire Ricardo. Et je vais répéter un truc que j'ai dit avant, c'était sur les gens. Et je pense que c'est le plus important, c'est de bien s'assurer, vous, quand vous décidez de rejoindre une boîte ou lorsque vous décidez d'acheter un produit, de comprendre qui ils sont, quelle est leur histoire. Vous n'avez peut-être pas l'opportunité à chaque fois que vous achetez un yaourt ou quoi, de se renseigner là-dessus, mais essayez de le faire le plus possible, puisqu'il y a des choses sur lesquelles on peut vous manipuler, il y en a d'autres sur lesquelles c'est moins facile, et la plupart du temps, vous seul pouvez ressentir si un projet et les gens qui portent ce projet portent la vision et la mission, ou s'ils ne la portent pas. Et après, nous, on essaye d'encadrer au maximum cette mission, mais on ne peut pas marquer tout sur le papier, et on ne peut pas tout encadrer, enfin, malheureusement ou heureusement. Et donc du coup, renseignez-vous sur qui sont les gens et qu'est-ce qui les motive. C'est quoi leur intérêt? Juste pour ajouter, je pense qu'on ne peut pas prendre en compte tout, mais justement, il faut prendre en compte les impacts plus importants. Donc, si on parle des citoyens, faire la vaisselle plus rapidement, ça peut avoir un impact, mais quel est l'impact positif
qui vous pouvez générer plus important? Ça, c'est une réflexion importante. Et quel est l'impact négatif que vous avez? Comment réduire cet impact négatif? Du côté des impacts positifs, probablement vous arrivez à la conclusion que l'impact plus fort que vous pouvez générer, c'est à travers vos travail. Et là, ça revient à ce que Pierre a dit. Est-ce que vous travaillez dans une organisation qui vous partagez la mission? Est-ce que vous pouvez changer cette organisation vers une mission plus positive? Binta, peut-être aussi sur ce sujet du recrutement et comment le fait de recruter les bonnes personnes vont faire que l'impact positif de l'entreprise demeure et se développe. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que je pense que c'est même une question que nous, on pose à l'interne actuellement, de dire, OK, tout l'impact qu'on a avec l'association, la mission sociale qu'on a avec l'association, comment on va assurer que ça va être les mêmes valeurs, les mêmes missions quand on dépasse vers l'entreprise sociale. Je pense que ça se le fait avec le recrutement, donc d'assurer que c'est les personnes qui ont les mêmes visions, les mêmes valeurs que nous, les personnes aussi qui représentent un peu les publics avec qui on travaille, de vraiment assurer qu'on a une vision claire des personnes qui ont besoin de nos services, nos compétences, mais aussi sur les questions de comment garder aussi la mission entre les deux structures, de garder en tête pourquoi on a décidé de créer l'entreprise sociale. Et pour nous, en fait, c'était vraiment juste une idée de soutenir les missions de l'association. C'est vraiment juste de toujours garder au même niveau, en fait, l'impact économique avec l'impact social. Parce que voilà, si on dit que sur la côté d'association, l'impact pour nous, c'est vraiment d'assurer que les personnes peuvent intégrer direct dans le marché de travail. En fait, l'entreprise sociale, ça va juste nous donner l'occasion d'aller plus loin sur la base de cet impact-là. Donc, on ne va jamais diviser, en fait, les missions de les deux structures, ils vont toujours être alignés. Merci. Je pense que dans nos échanges, finalement, il y a une vision, alors vous me corrigez, mais assez pragmatique en fait de l'impact positif, qu'on se rend bien compte des spécificités de chaque entreprise, des différents secteurs, et qu'il faut prendre les impacts positifs là où on peut les trouver. Mais à quel idéal on doit aspirer en termes d'impact positif global et quelle urgence en fait également, notamment sur le sujet du climat. À quoi ressemblerait un monde où les entreprises c'est totalement impact positif et pas que avec des impacts? Est-ce qu'on a un rêve, un idéal là-dessus? C'est impossible d'éviter tous les impacts négatifs. Il faut les gérer. Donc, il faut gérer les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs. C'est ça mon message. Je ne sais pas, Pierre, si tu veux ajouter quelque chose. Ce que tu viens de dire, je le partage complètement sur le fait, et ce que tu viens de dire aussi, sur le fait qu'il faut avoir un idéal et un rêve hyper puissant. Et sinon, on trouvera toujours à un moment donné un moyen de dévier et d'adopter un comportement opportuniste. Donc il faut que la vision soit clairement définie et que les moyens pour arriver à cette vision soient définis. Mais après, il faut que l'entrepreneur s'accorde un minimum de flexibilité. Une entreprise sociale, elle rentre sur un marché qui est ultra compétitif, avec des acteurs qui sont en place depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui doivent s'adapter pour répondre aux nouvelles demandes, mais ont eu l'habitude de répondre à ces demandes, ont des très gros volumes, sont compétitifs. Et ils ont tendance à perdre petit à petit en compétitivité, c'est pour ça qu'ils s'adaptent, mais ils restent extrêmement compétitifs. Et si jamais, moi demain, on a eu un projet récemment où c'était des produits un peu gadget, mais dont l'objectif était de démocratiser une nouvelle énergie, qui est l'énergie du solaire concentré. Et il y a une partie infime de la production qui va s'effectuer en Chine. Nous, après, chez l'ITA, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils ont le choix, en fait, au final? Si leur mission, c'est de démocratiser cette nouvelle énergie et de la rendre accessible, de faire en sorte que les gens l'achètent, la testent et se rendent compte que ça fonctionne, que ça marche, qu'ils peuvent s'en servir au quotidien, mais est-ce que ça, c'est pas plus important, en fait, au final? Et peut-être que dans 5-10 ans, lorsqu'ils auront un peu plus de moyens, un peu plus d'assises,
ils pourront se permettre de faire 100% de leur production en France. Donc faut pas être non plus excusez-moi l'expression, mais un nazi du développement durable. Je pense pas que ce soit intelligent. Il faut avoir cette vision qui est contraignante, mais dans le fonctionnement, on se doit de garder une certaine marge de manœuvre. Et de la même manière qu'un consommateur qui décide d'agir d'une manière plus durable et plus respectable, peut le faire, mais on se rend tous compte dans notre quotidien qu'on n'est pas capable de changer du tout au tout demain, et que le fait de vivre dans une tiny house qui fait 15 mètres, génial, on n'a pas besoin de plus, mais qui le fait concrètement? Et pas grand monde, parce que ça fait des années et des années, on a notre culture qui est bâtie autour de ça, on a des habitudes, et on s'est construit, nous, en tant qu'individus, autour de ces anciennes manières de consommer. Et je pense que c'est une transition qu'il faut accompagner. Il ne faut pas oublier que c'est une transition. On n'est pas non plus dans une est-ce qu'on peut se permettre une révolution, ou est-ce qu'une transition est plus favorable? Je pense que dans certains cas, on n'a pas le choix, on est obligé d'agir pour une transition. Mais du coup, peut-être que la moindre des choses, ça serait en reconnaissant le fait qu'il y a un impact négatif, dans une aventure entrepreneuriale, ce serait de lister en fait dès le début de cette aventure-là. On reconnaît qu'il y a tel et tel impact négatif pour l'instant de notre activité, on l'a évalué et on a pour objectif de la réduire, que ce soit dit, en fait, et qu'il y ait une forte transparence là-dessus. Clairement, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un plan d'action qui soit défini. Il faut en parler en amont. Si on ne le fait pas d'une manière transparente au sein de l'entreprise, malheureusement, d'autres intérêts peuvent prendre le dessus, et notamment des intérêts économiques à partir d'un certain moment. Donc l'outil d'impact et les indicateurs d'impact comme outil de gestion, je pense que c'est hyper intéressant, puisque ça permet d'avoir une communication en interne qui fait en sorte que l'ensemble des comportements aillent dans la même direction et se motivent sur ces indicateurs-là. Ce qui n'empêche pas que certains indicateurs seront aussi des indicateurs économiques qui permettent une certaine indépendance dans le fonctionnement de la société, et ce qui, dans certains modèles, peut être très souhaitable. Merci. Il nous reste 5 minutes pour des questions de la salle, s'il y en a. Il y a des micros quelque part. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre, Ricardo, Binta? Non. Pas de questions. Ok. Juste avant de terminer, est-ce que on peut terminer sur des tips concrets pour nous les consommateurs dans la salle, pour encourager le développement d'entreprises à impact dans nos façons de consommer? Le faire petit à petit. C'est un message un peu banal, mais il y a plein de choses où on le reporte à demain. Et moi-même, très souvent, c'est le cas, et où je me dis merde, je suis nul. Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que j'arrête ça, et je l'arrête pas pour autant. Et donc voilà, essayer d'aller à l'encontre de cette inertie, c'est pas évident, mais c'est aussi je pense une belle manière d'être heureux que de vivre en accord avec ses convictions. Donc un petit effort au début, c'est chiant, ça demande de s'adapter, mais très vite, 1 semaine après ou 2 semaines après, on y prend goût et on se sent mieux. Donc voilà. Ma suggestion, c'est de se concentrer dans les impacts plus importants. Vraiment se concentrer dans les gros impacts, parce que des fois on fait des petites choses, mais il y a un éléphant à côté qu'on ne prend pas en compte. Ça peut être des exemples sinon de projets aussi concrets d'entreprises ou de comparateurs. Oui. Et du coup, en fait, là-dessus, je partage vraiment le conseil de Pierre, de dire qu'en fait, pour les entreprises, ça va prendre un peu du temps de vraiment arriver jusqu'au but, vraiment d'avoir le taille d'impact qu'ils veulent voir. Et pour nous, dans notre cas, on a travaillé avec pas mal des boîtes qui n'ont jamais eu en fait cette posture de vraiment réfléchir sur l'impact social, de jamais réfléchir vraiment sur comment ils peuvent avoir un impact sur l'intégration des d'autres publics.
dans le marché du travail. Et petit à petit, à travers des activités qu'on fait avec eux, ils ont commencé de changer leur regard vers ces types des issues, ces types des questions. Donc je pense que c'est des choses qui vont arriver, mais ça prend beaucoup de temps. Dans notre cas, je pense qu'une des meilleures entreprises où on a commencé de voir cet impact, c'était avec Salesforce, qui au début, ils ont vraiment une posture d'avoir un impact direct sur la communauté avec qui ils travaillent, surtout dans les dimensions sociales. Mais on a commencé de vue qu'à travers les activités, c'est aussi des choses qui commencent d'être en fait présentes sur d'autres types des départements chez eux. Donc c'est pas forcément des choses qui arrivaient en fait tout simplement comme ça. Ça nous a pris quelques ans de partenariat avec eux, mais justement c'est vraiment un exemple qui montre que c'est possible d'arriver jusqu'au but. Merci beaucoup, merci Binta, Ricardo et Pierre pour votre temps ce matin, et merci.